Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour et bienvenue à ce webinaire consacré aux entreprises du service à la personne et plus particulièrement aux entreprises réalisant de l'aide dans la geste de la vie quotidienne avec des interventions nécessitant un contact rapproché avec les bénéficiaires. On pense aux auxiliaires de vie et tous ces métiers de contact dans lesquels les salariés interviennent auprès d'un public fragile parce qu'ils sont âgés et ou handicapés avec plusieurs pathologies, donc une comorbidité importante qu'il faut aussi protéger. Ce webinaire fait suite à la fiche Conseil métier qui a été créée par le gouvernement, dans laquelle on retrouve donc des informations et des recommandations pour la continuité de l'activité. Nous avons souhaité reprendre les différentes thématiques, de les étayer afin de les rendre plus pratiques et les adapter au mieux, toutes ces recommandations au métier de l'aide à la personne. Donc, ce webinaire va permettre deux objectifs. D'une part, la mise en œuvre d'actions qui vont viser à protéger le salarié du Covid, tout en continuant son activité, mais également à protéger les bénéficiaires. Donc, vous pouvez retrouver cette fiche conseil métier, je pense que vous l'avez déjà eu en main, sur le site travail-emploi.gouv. Cette fiche reprend différentes thématiques, donc les informations sur le Covid, des conseils pour préparer ces interventions et des conseils de réalisation de l'activité. Dans un premier temps, donc on vous rappelle les différents modes de contamination, de transmission du virus que l'on peut retrouver dans les métiers justement de l'aide à la personne. Il y a des contaminations directes par la projection de postillons lorsqu'une personne éternue, lorsqu'elle tousse, lors des contacts de proximité, on pense lors des toilettes, lors des transferts, les soins sur trachéo également. Donc, à savoir que les postillons peuvent être projetés jusqu'à 1 mètre. Bon, tous ces signes, tous ces symptômes peuvent ne pas être présents chez les personnes. Une personne peut être contaminée par le Covid et ne pas avoir de symptômes. Et voilà, elle va dans ce cas-là diffuser le virus à toutes les personnes fragiles qui vont également transmettre. Il y a également les contaminations indirectes, donc qui sont souvent manuportées lors de contact avec les surfaces contaminées. Surtout tout ce qui va être poignée de porte, le mobilier, tout ce qui n'aura pas été décontaminé par la suite. Mais également, il faut penser que lorsque on touche quelque chose, il y a beaucoup de réflexes comme le port des mains au visage. Lorsqu'on fume, lorsqu'on se gratte, lorsqu'on se mouche, ce sont des réflexes et qui vont permettre aussi de se contaminer soi-même. Tout ce qui va être également les contacts avec la bouche. Par les objets contaminés, on va penser les verres, les couverts qui peuvent être utilisés chez les bénéficiaires, chez qui les personnes vont intervenir. Donc, afin de prévenir la décontamination par le virus, on va passer les différentes étapes de la mise en œuvre d'une prestation. Donc, on va passer en revue. Dans un premier temps, comment on va anticiper les interventions en fixant des rendez-vous pour éviter qu'il y ait en simultané la présence de visiteurs. On va donner une checklist du matériel nécessaire aux salariés pour qu'ils soient correctement équipés. On va informer évidemment les salariés de tous les moyens de prévention par la diffusion de liens, de tutos, afin de permettre la mise en œuvre des bonnes pratiques. Également, établir des procédures pour le salarié. En cas de fièvre, de symptômes, qu'est-ce qu'il fait?
En cas de situation particulière chez un bénéficiaire, par exemple un bénéficiaire ou un membre du foyer qui montre des premiers symptômes, qui tousse, qui a de la fièvre, des maux de gorge, des difficultés respiratoires, il faut que le salarié puisse intervenir en contactant le médecin traitant en cas de détresse respiratoire. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit intervenir, continuer sa prestation ou pas? Tout ça doit être déjà établi. Et on va demander également aux salariés de vérifier sa température avant d'aller travailler, évidemment. Le rappel aux salariés de ne pas utiliser ses effets personnels lors des interventions. Il y a le risque de contaminer son téléphone, ses clés, tout l'intérieur de son sac et de limiter les transports en commun. Ensuite, on va s'équiper et utiliser le matériel correctement pour qu'il soit efficace. Donc, les produits d'hygiène pour les mains personnelles, soit avoir un petit kit eau, savon et essuie-mains jetable pour éviter d'utiliser le savon, la savonnette qui est chez les personnes avec la serviette. On ne sait pas si elle a été décontaminée. Il faut penser que tout ce qui sera utilisé chez le bénéficiaire est potentiellement contaminé. L'utilisation de solutions hydroalcooliques. Donc, vous pouvez retrouver sur le site de la msn.fr les tutos vidéo sur le lavage des mains à l'eau et au savon, l'utilisation des solutions hydroalcooliques. Ça également, les salariés peuvent retrouver ces vidéos sur le site amsn.fr. Il y a un petit onglet spécial pour les salariés dans lequel ils vont retrouver des vidéos et de la documentation. Ensuite, on passe au port de masque. Donc, les masques portés par le salarié lors de toute intervention auprès d'une personne. Un masque, en général, c'est d'une durée 4 heures portée. Soit un masque chirurgical si le salarié est symptomatique, s'il a un rhume, une toux, même s'il souffre d'allergie actuellement avec le nez qui coule, les yeux qui pleurent. Il y a également le masque alternatif, masque en tissu. Le port d'un masque FFP2 avec une visière pour la manipulation sur les trachéotomies, parce qu'en général, quand on manipule, il y a des projections, il y a des toux, il y a des gros postillons qui sont évacués. Et également, vous retrouvez le tuto comment bien porter son masque. Voilà. Autre équipement, les gants. Alors, les gants à usage unique, c'est l'idéal. Une personne, une paire de gants. Donc, soit le port de gants en continu si vous acceptez que les prestations chez des bénéficiaires symptomatiques. Le port de gants, sinon, selon l'activité, en contact avec d'échange, des toilettes intimes, l'entretien des sanitaires, évidemment, ça fait partie du bon sens et des règles d'hygiène. Ensuite, pour tout ce qui est retrait des gants, on rappelle qu'il faut effectuer une solution hydroalcoolique après le retrait des gants. C'est quelque chose qui n'est pas évident et dans lequel on a très vite fait de se contaminer les mains si on n'effectue pas de solution hydroalcoolique après. Le tablier ou les surblouses. Donc, ils doivent être idéalement à usage unique pour une question d'hygiène. Ils sont souvent difficiles à se procurer. S'il n'y en a pas, on peut utiliser toujours un sac poubelle, l'équivalent de 100 litres, c'est assez large, dans lequel on va faire un trou pour la tête et pour les bras, et ça permettra de protéger le salarié des projections et des contacts. Donc, il va protéger les vêtements du salarié parce que tous les salariés n'ont pas de blouse de travail, de tunique, et ça lui évitera d'aller justement transporter ces germes chez les bénéficiaires suivants et même de rapporter les germes à la maison. Donc, on porte une blouse lors des contacts nécessitant un contact rapproché avec les bénéficiaires.
On pense aux toilettes, l'échange, le contact avec le linge, les transferts et tout ce où il y a des risques de projection sur soi. Et on s'habille avant de rentrer chez le bénéficiaire. Donc après avoir pensé le déroulement de la prestation et passé en revue les équipements de protection, nous allons passer à la réalisation de la prestation. Donc dans un premier temps, préparer son environnement de travail. Donc avant d'entrer, c'est la désinfection des mains, on applique son masque de protection, on s'habille avec sa surblouse. Une fois entré, on va déposer ses affaires personnelles dans un sac de façon isolée du potentiel contact avec les effets des bénéficiaires. Par exemple, un sac suspendu à une patère. On se désinfecte les mains. On porte ses gants à usage unique si le bénéficiaire est suspect ou s'il est malade. Il y a d'autres pathologies. Et on dispose un sac poubelle pour déposer à la fin de la prestation ses EPI jetables. Ensuite, pendant la prestation, on va décontaminer toutes les surfaces qui vont être touchées. Et on aère un maximum, surtout quand c'est le matin, la personne, l'air va être saturé de virus. Donc, il faut absolument les éliminer. Enfin, en fin de prestation, on va limiter la propagation du virus, mais aussi de tous les autres germes. Avant de sortir, donc on va décontaminer la poignée de porte. On élimine sa surblouse, ses gants jetables en les retirant correctement. On ôte son masque par les lanières et on le jette. Et ensuite, on se frictionne les mains. Donc, de toute façon, la friction des mains doit être effectuée avant de toucher son masque. On le fait avant et après. Avant de sortir, donc on se frictionne les mains. En sortant, donc on va isoler dans un sac plastique ces effets qui vont être nettoyés à domicile. Je pense aux tuniques, éventuellement ces chaussures s'ils sont à utilisation strictement chez les bénéficiaires. Il faut décontaminer le véhicule en fin de journée. Le volant, le levier de vitesse, les freins, les poignées de porte, tout ce qui a pu être touché au cours de la journée. Et ensuite, les vêtements qui ont été utilisés, on va faire une lessive en les isolant bien du quotidien des vêtements de la maison. On lave ces vêtements à part. Et évidemment, toujours 60 degrés, 30 minutes, en fonction des vêtements. Mais en général, ça doit tenir la forte chaleur. Plus concrètement, donc nous allons voir maintenant à travers les différentes activités du domicile ce qu'il est préconisé de faire. Dans un premier temps, l'information du bénéficiaire sur les bonnes pratiques et le fait qu'il existe une cellule de soutien pour les salariés. Donc, le bénéficiaire doit être éduqué. Il faut leur rappeler qu'il faut se couvrir la bouche et le nez lorsqu'on en touche et lorsqu'on éternue. Évidemment, on tousse dans le coude replié, on se lave les mains. Chaque personne avec un masque, c'est toujours mieux au niveau protection. Donc, inciter les personnes à utiliser un masque médical ou des masques en tissu pendant l'intervention. Les salariés, à travers tout ce qui a été dit, relayé par les médias sur le Covid, peuvent vivre ces instants assez angoissants. Ils peuvent manifester pas mal d'inquiétudes. Donc, dans ce cas-là, il faut savoir que le service de santé au travail est là pour permettre aux salariés de s'exprimer. Nous disposons d'une psychologue du travail. Une orientation avec l'infirmière du travail est également possible afin de permettre un soutien. Mais également pour tout ce qui va être vécu à travers le décès
de patients, enfin, de bénéficiaires. Donc, l'entretien du domicile. Par rapport aux produits, il y a pas mal de bénéficiaires qui souhaitent, au niveau de l'entretien du domicile, que soit employé du vinaigre blanc. Donc, il faut aussi rappeler que le vinaigre blanc n'a aucune efficacité pour détruire les virus. Donc, un produit adapté pour le quotidien ira très bien, dans la mesure où ce sont des produits qui contiennent des tensions actifs, hein, des produits qui vont dissoudre les graisses un petit peu, comme les savons, les dégraissants, les détergents, les détachants. Tout ça, ça ira très bien, y compris pour les bactéries, hein, les virus. Donc les sprays, la manipulation des sprays, on le rappelle toujours, c'est à vaporiser sur la lavette ou le tissu ou le chiffon, parce que sinon, ils vont avoir un retour de projection s'ils vaporisent directement sur la surface. Qu'est-ce qu'il va falloir surtout décontaminer? Ça va être le téléphone, hein. Beaucoup de téléphones, surtout lorsqu'ils doivent inscrire l'horaire d'arrivée pour la prestation, l'heure de fin, ce qui a été fait, les transmissions. Tout ça, ça va être en contact direct avec les mains et le visage. Tout ce qui va être clavier d'ordinateur, les tablettes tactiles, les poignées de porte qui sont des vecteurs de transmission du virus et doivent être nettoyés fréquemment. Si il y a une suspicion de SRAS, COV2, coronavirus, il faut effectuer un nettoyage et une désinfection. Donc, avec un produit qui va répondre à la norme virucide, ce sont les produits sur lesquels vous allez voir noter NFEN 14476. Donc, on retrouve pas mal cette norme également sur des produits ménagers que l'on trouve en grande surface. Soit, sinon, avec un produit contenant de l'eau de javel, mais à une concentration virucide qui est de 0,5% de chlore actif. Donc, voilà. Soit la dilution va devoir être faite, auquel cas 1 litre de javel à 2,6% avec 4 litres d'eau froide, en respectant bien les principes de dilution pour la javel, ou bien avec un produit déjà dilué, mais il faut vérifier que la concentration est de 0,5%. L'eau de javel, c'est un produit vraiment à manipuler avec précaution. Il est très oxydant, très caustique pour la peau. Au niveau des muqueuses, des matériaux, il ne faut pas faire de mélange. Et surtout, utiliser des gants résistants à l'eau de javel. Donc, il va falloir également limiter les contacts directs en portant ces équipements de protection individuels, les gants, blouses, masques, selon l'activité évidemment à effectuer. Agencer son environnement pour limiter la durée des contacts lors des transferts. Moins de temps on passera au contact de la personne, mieux ce sera au niveau risque pour éviter la contamination. Utiliser un maximum les auxiliaires de manutention pour éviter justement les transferts de personne à personne. Donc, il faut aussi également des fois changer son mode opérationnel. S'il y a une salle de bain qui est étriquée dans laquelle le salarié va être confiné ou d'habitude il est obligé de se contorsionner, où il va dégager une forte humidité, et ben on va repenser la procédure et évidemment demander à faire une toilette soit dans le salon avec une bassine, soit en chambre. Ça reste que momentané, hein. Pensez aussi à travailler dans un espace bien aéré. Donc, ce qui est possible de faire, c'est soit la toilette s'effectue dans la salle de bain, il n'y a pas de souci, mais pendant ce temps-là, on va aérer la chambre, ou soit on aère avant d'effectuer le soin. Donc, de toute façon, il faut éviter les espaces confinés. Et enfin, respecter les distances avec les familles et les gestes barrières. Les personnes ne sont pas toujours isolées, il y a toujours
être des enfants, l'époux, l'épouse. Ce qui est bien, c'est que dans ce cas-là, chacun reste dans une pièce pour se protéger. Donc, au niveau de l'entretien des surfaces, l'objectif va être d'éviter de mobiliser les poussières. Donc, on va éviter d'utiliser les aspirateurs qui vont être générateurs d'aérosols pour le nettoyage des sols et préférer en fait un lavage, une désinfection humide avec un balai humide qui permettra de ramasser les poussières et en même temps de nettoyer. Veillez à ce que les espaces communs, tout ce qui va être cuisine, salle de bain, soient bien ventilés en gardant les fenêtres ouvertes. Nettoyer et désinfecter régulièrement toutes les surfaces qui vont être touchées. Les tables de chevet, les cadres de lit, les autres meubles de la chambre et également le matériel dont vous allez avoir besoin. Donc les surfaces des salles de bain et les toilettes doivent être décontaminées au moins une fois par jour. Pour l'entretien du linge, donc, il y a des éléments à respecter, différents éléments. Donc, ne pas secouer les draps et le linge qui vont émettre des particules dans l'air. Éviter de plaquer les draps et le linge contre soi. C'est pourquoi, quand on fait une intervention à domicile, c'est quand même mieux d'avoir un tablier ou une surblouse, ce qui évitera les contacts directs. Le transport des draps et du linge à laver directement dans la machine à laver, sans le déposer intermédiairement, soit sur une table, par terre, dans le logement. Et laver le linge de literie d'un patient confirmé positif dans la machine à laver avec un cycle de 60 degrés pendant 30 minutes minimum. Pour les actes comme la toilette, donc on va se protéger et porter un tablier de protection ou à défaut, comme je vous le disais, un sac poubelle pour protéger ses vêtements des éclaboussures d'eau ou autres souillures. On va s'organiser pour limiter la durée du confinement dans les salles de bain. Réaliser au défaut la toilette en chambre ou dans la salle à manger et aérer. Pour les courses, le lavage des mains avant de sortir. Éviter évidemment de se toucher le visage durant ces achats et porter un masque grand public. On respecte évidemment la distance sociale d'au moins 1 mètre avec les gens et on se lave les mains lorsque l'on rentre après avoir rangé ses courses. Ça reste les recommandations de base et des mesures barrières classiques. Pour la préparation des repas, la question du lavage. Alors, c'est une question qui a fait beaucoup parler. Donc, l'idéal, c'est quand même de bien laver les fruits et les légumes à l'eau potable. Alors, attention, il y avait des vieilles habitudes où les gens décontaminaient avec un petit peu d'eau de javel. C'est vraiment pas recommandé parce que le risque, c'est que ce soit mal rincé et qu'il y ait une intoxication lors de l'ingestion. Bon, toujours la même chose, le vinaigre blanc n'a aucune efficacité contre le virus. Donc, après le lavage des fruits et des légumes, on va les essuyer avec un essuie-tout à usage unique, pas avec le torchon, ce qui va permettre d'éliminer les éventuelles particules virales. Quand c'est possible, évidemment, on pèle les fruits et les légumes qui sont consommés crus. Au niveau de la question des cuissons, alors, évidemment, on lave toujours les légumes à l'eau potable, mais une cuisson à 70 degrés à cœur permettra d'inactiver la majorité des micro-organismes, y compris le SARS-CoV-2, puisqu'il est sensible à une température de 63 degrés pendant 4 minutes. Voilà. Et on diminue au maximum le temps passé en cuisine.
L'utilisation des gels hydroalcooliques et de l'hygiène des mains à l'eau et au savon, plus que d'habitude, pourrait engendrer des irritations. Donc, ce qu'on va appeler la dermite d'irritation, avec les mains qui sont rouges, craquelées, très desséchées. Alors, il y a beaucoup d'idées reçues hein, sur les solutions hydroalcooliques. Beaucoup pensent que c'est à cause des solutions hydroalcooliques qu'ils ont les mains abîmées. Donc, ce qui est complètement faux. Les solutions hydroalcooliques comportent un émollient, c'est-à-dire une substance qui va permettre à la peau de se protéger, de se régénérer. Lorsqu'elles contiennent, lorsqu'elles sont mal utilisées, ces solutions hydroalcooliques, du fait de la présence d'alcool, ça va piquer, ça va provoquer des plaies et des sécheresses. C'est surtout quand il y a l'utilisation du lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation des bionettoyants à main nue qui vont irriter les mains. Pourquoi? Parce que tout simplement, le lavage des mains à l'eau et au savon va éliminer la petite couche protectrice de la peau et la peau ne va pas avoir le temps de la recréer, cette couche, que la personne se serait déjà relavé les mains. Donc, à force de relaver les mains à chaque fois, la peau va complètement se dessécher et va créer des lésions. Donc, ça, ce qui s'appelle une dermite d'irritation. Pour éviter justement cette dermite, il faut privilégier l'utilisation des solutions hydroalcooliques. Il ne faut pas se laver les mains au savon en même temps que l'utilisation des solutions hydroalcooliques. On va réserver le lavage des mains à l'eau et au savon quand il y a des souillures, quand on retire des gants poudrés, après tous les gestes de la vie courante, aller aux toilettes, la préparation des repas, quand on s'est bouché, ou lorsqu'on a la sensation des mains collantes. Donc, pour tout ce qui va être utilisation, dans ce cas-là, de savon à domicile, on va utiliser plutôt des pincures gras, des sindés doux qui vont permettre à la peau de se régénérer. Quand on se lave les mains, on mouille d'abord ses mains avec de l'eau tiède avant d'appliquer le savon, à raison d'une seule dose. Hein, ce n'est pas la peine d'en mettre 3 couches. Il faut effectuer un rinçage parfait, ne plus avoir de traces de savon. Et ensuite, le séchage est très important puisqu'il faut sécher par tamponnement et non pas par frottement. Et évidemment, on n'effectue jamais de solution hydroalcoolique dans la foulée. Le port des gants également peut provoquer des macérations qui vont engendrer également des irritations. Donc les gants, ce n'est pas plus de 30 minutes d'affilée et on va éviter les gants contenant du latex qui sont extrêmement allergisants. Au domicile, donc pour limiter les irritations, on va diminuer les activités de ménage, de bricolage, le jardinage, tout ce qui peut traumatiser les mains. Et les mains, c'est l'outil de travail. Si on les abîme, ça va être compliqué de travailler. On porte des gants, bien évidemment, lorsqu'on manipule des produits irritants. Le liquide vaisselle est un produit irritant qui va dissoudre les graisses sur la vaisselle, mais ça fait également la même chose sur les mains. Les détergents, c'est la même chose. Si ça agit sur les surfaces, ça fera également la même chose sur les mains. Et au niveau du soin des mains, privilégier les crèmes émollientes et les crèmes réparatrices non allergisantes. Hein. Il ne faut pas attendre que les mains soient abîmées pour pouvoir les soigner. Hein. Ce sera un peu trop tard. Évidemment, utilisation des crèmes plusieurs fois par jour. Et si les mesures ne suffisent pas, ce qui est bien, c'est de prendre un contact avec le dermatologue qui prescrira dans ce cas-là un traitement approprié ou éventuellement le médecin traitant. L'AMSN a créé plusieurs supports à destination des professionnels du service à la personne, à la fois pour les salariés et à la fois pour les chefs d'entreprise. Nous avons créé des fiches techniques, mais également des tutos vidéo sur les masques, pour le lavage des mains,
Nous avons également créé une cellule d'écoute avec un numéro de téléphone à travers lequel les salariés sont invités à contacter une infirmière s'ils ont des questions relatives à leur pratique, à l'hygiène, l'organisation du travail. Et également une nouvelle vidéo sur comment vivre au quotidien lorsque l'on porte un masque, des conseils et puis des informations directes pour bien vivre avec un masque. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez d'éventuelles questions, n'hésitez pas à nous contacter et envoyer un mail. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Au revoir.